Les alarmes de la raffinerie ont explosé et avant que quiconque ne comprenne ce qui se passait, le directeur a montré Isabelle du doigt et a crié « Vous n'avez même pas à penser à toucher à ça ». Humiliée devant tous, elle a remarqué un détail qu'aucun ingénieur n'avait vu et qui pouvait tout changer. Chers amis, pour nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous de quelle région de France vous suivez cette histoire. Isabelle avait 29 ans en cet août 2023. 29 ans, un diplôme d'ingénieur mécanique d'une grande école d'ingénieurs parisienne qui lui avait coûté des nuits sans sommeil et des week-ends enfermés à la bibliothèque, et un CV qui ferait s'arrêter n'importe quel recruteur technique pour le lire 2 fois. 7 ans d'expérience en système de contrôle industriel, dont 3 à concevoir des systèmes électroniques automobiles pour Renault à Sochaux. Cette jeune femme comprenait les moteurs, les circuits, les systèmes complexes comme peu de professionnels que j'ai rencontrés dans ma vie. Mais à la pétrochimie de l'Estuaire, ce géant industriel qui s'étalait sur 12 kilomètres le long du littoral de Fos-sur-Mer, près de Marseille, Isabelle n'était qu'une pièce décorative. Vous savez comment c'est, n'est-ce pas? Parfois, les entreprises embauchent des professionnels qualifiés juste pour dire qu'elles l'ont fait, juste pour remplir des formulaires et des statistiques. Mais au moment de vérité, au moment de confier des responsabilités réelles, de prendre des décisions importantes, elles préfèrent toujours les mêmes. Et qui étaient les mêmes à la pétrochimie de l'Estuaire? Des hommes, toujours des hommes, certains compétents, d'autres moins, mais tous avec une chose en commun. Jamais ils ne seraient affectés à servir le café lors de réunions techniques, tandis que d'autres discutaient de problèmes qu'ils auraient dû résoudre. Isabelle se levait tous les jours à 5h15 du matin. Elle prenait sa douche dans le minuscule appartement qu'elle louait au Havre, un quartier ouvrier où l'odeur du salpêtre marin se mêlait à la fumée des industries. Elle buvait un café noir sans sucre, regardant par la fenêtre la ville encore endormie. Elle prenait 2 bus pour arriver à la raffinerie, 1h40 de trajet, où elle en profitait pour lire des articles techniques sur son téléphone, étudier les mises à jour des normes internationales, se tenir au courant. Car Isabelle savait une chose que beaucoup de gens oublient. La compétence n'est pas un point d'arrivée, c'est un chemin que l'on parcourt chaque jour. Elle ne pouvait pas se permettre d'être médiocre. Les femmes ne le peuvent jamais. La pétrochimie, elle arrivait toujours 15 minutes avant l'heure officielle de 7h du matin. Elle organisait son bureau, révisait des rapports, préparait des analyses techniques que personne ne demanderait, mais qu'elle faisait elle-même, dans l'espoir qu'un jour quelqu'un reconnaisse la valeur de son travail. Elle gagnait 12 800 € par mois. Cela semble bien. Alors laissez-moi vous dire. Les ingénieurs hommes, occupant la même fonction, avec la même formation, gagnaient 18 500 €. Quand elle a posé des questions sur cette différence, savez-vous quelle a été la réponse qu'elle a reçue? Isabelle, vous devriez être reconnaissante d'avoir l'opportunité de travailler dans une entreprise aussi prestigieuse que la nôtre. Reconnaissante, comme si la compétence était une faveur, comme si le savoir technique était une charité reçue. Mais le vrai problème de la vie d'Isabelle avait un nom et un prénom. Sylvain Ménard, directeur des opérations, 48 ans, diplômé d'une école privée que personne ne connaissait, mais qu'il mentionnait toujours comme si c'était le HEC Paris de l'ingénierie. Sylvain était de ces hommes qui compensent le manque de connaissances techniques réelles par un réseau de faveurs politiques, de recommandations, d'amitié stratégique. Il ne comprenait pas en profondeur l'ingénierie, mais il comprenait le pouvoir. Et le pouvoir, mes amis, est parfois plus dangereux entre des mains incompétentes que n'importe quelle machine défectueuse. Sylvain regardait Isabelle et voyait tout ce qu'il craignait au fond de son âme. Une compétence authentique, une connaissance approfondie, la capacité d'exposer sa médiocrité technique juste en existant dans le même environnement que lui. C'est pourquoi, au cours des 2 dernières années, il avait construit un système parfait d'exclusion. Rien d'évident, rien qui puisse être facilement dénoncé. Juste de petites décisions, jour après jour, qui maintenaient Isabelle loin de tout ce qui était important. Réunion stratégique. Des ingénieurs jeunes diplômés étaient invités. Isabelle restait à l'extérieur,
organisant des procès-verbaux que personne ne lirait. Des projets techniques stimulants étaient distribués à l'équipe masculine. Isabelle recevait des rapports administratifs, des présentations PowerPoint, des tâches bureaucratiques. Quand elle présentait des solutions innovantes dans des emails détaillés, fruits d'heures d'analyse, Sylvain les ignorait tout simplement. 2, 3 semaines plus tard, il mettait en œuvre exactement ses idées, comme s'il s'agissait de suggestions d'autres ingénieurs. Isabelle ravalait l'humiliation, ravalait l'injustice parce qu'elle avait besoin de son emploi, parce qu'elle savait que dénoncer serait se heurter à tout un système, parce qu'elle avait déjà vu d'autres femmes essayer et être licenciées pour ne pas s'adapter à la culture de l'entreprise. Mais en août 2023, tout a changé. C'était un mardi étouffant, de ceux où l'air de Fos-sur-Mer devient lourd avec l'humidité qui monte de la mer et se mélange aux vapeurs industrielles. Isabelle était à son bureau, révisant des rapports de maintenance préventive quand elle a senti, non pas entendu, non pas vu, elle a senti une vibration différente dans le sol, une altération subtile dans le ronronnement constant que ce complexe industriel produisait 24 heures sur 24. Elle a levé la tête, attentive. D'autres n'ont même pas remarqué, mais Isabelle avait ce que l'on n'apprend dans aucune faculté. Une sensibilité technique, la capacité de percevoir quand les machines conversent dans un langage différent de la normale. 5 minutes plus tard, les alarmes ont commencé. Pas les alarmes de processus normal, celles qui sonnent 10 fois par jour pour de petits ajustements. Celles-ci étaient différentes, aiguës, insistantes, urgentes. L'unité de craquage catalytique FCC3 était en train de s'arrêter. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie, car il est important de comprendre la gravité. La FCC3 était le cœur technologique de cette raffinerie. Une structure de 8 étages, des tuyauteries entrelacées comme les veines d'un organisme géant, des tableaux de commande avec des milliers de points de surveillance. Évaluée à 890 millions d'euros. Elle traitait 45 000 barils de pétrole par jour, transformant le pétrole brut en carburant, produits chimiques, matières premières pour des industries entières. Quand la FCC3 fonctionnait, elle générait 8 200 000 euros de revenus quotidiens. Quand elle s'arrêtait, chaque heure coûtait 342 000 euros de pertes. Chaque jour menaçait 2 400 emplois de famille qui dépendaient de cette opération pour survivre. Et ce mardi d'août, sans préavis, sans alarme préliminaire, sans aucune indication logique dans les systèmes de surveillance, la FCC3 s'est simplement éteinte, comme si un cœur cessait de battre. Isabelle a couru à la salle de contrôle avec d'autres ingénieurs. Sylvain était déjà là, le visage rouge de tension, criant des ordres contradictoires, tandis que les opérateurs essayaient de comprendre ce qui s'était passé. Elle a regardé les moniteurs, les enregistrements de données, les graphiques de tendance. Tout était normal, absolument tout dans les paramètres. Et puis, soudain, arrêt complet. Cela n'avait aucun sens. Sylvain a convoqué une réunion d'urgence. Isabelle est entrée avec l'équipe technique, son cœur battant avec ce mélange d'appréhension et d'excitation que les problèmes techniques complexes provoquaient toujours en elle. Elle aurait enfin la chance de montrer sa valeur, d'appliquer toutes les connaissances qu'elle avait accumulées. Isabelle, la voix de Sylvain a coupé le brouhaha de la salle. Tous ont regardé. Nous avons besoin de quelqu'un pour organiser la logistique des réunions que nous aurons dans les prochains jours. Vérifier la disponibilité des salles, préparer la documentation, ce genre de choses. Pouvez-vous vous en occuper? Le silence qui a suivi était gênant. D'autres ingénieurs ont détourné le regard. Certains semblaient mal à l'aise, mais personne n'a rien dit. Ils ne disaient jamais rien. Monsieur Ménard, j'aimerais participer à l'analyse technique. J'ai de l'expérience avec les systèmes de contrôle, ce qui pourrait être... Isabelle, j'apprécie votre bonne volonté, mais nous allons laisser le travail technique à l'équipe spécialisée, d'accord? Nous avons besoin d'efficacité en ce moment, pas de tentatives. Des tentatives, comme si ces 7 ans d'expérience étaient des essais amateurs.
Elle est sortie de cette salle, les mains tremblantes, non pas de rage, non pas de tristesse, mais de détermination, parce que quelque chose dans toute cette situation sentait mauvais. Les machines ne s'arrêtent pas comme ça, sans raison. Et Isabelle Calais, même exclue, même humiliée, même invisible aux yeux de Sylvain Ménard, était sur le point de découvrir une vérité que personne n'imaginait. Dans les jours qui ont suivi ce mardi fatidique, la pétrochimie de l'estuaire est devenue une fourmilière d'experts, de consultants et de techniciens venus de tous les coins de la France et du monde. Sylvain Ménard, désespéré de résoudre le problème avant que la direction à Paris ne commence à poser des questions gênantes sur sa compétence, n'a pas ménagé ses dépenses. Il a fait venir des gens de Total Energies, de Siemens Allemagne, de Yokogawa Japon, de Honeywell États-Unis. Chaque consultant coûtait entre 8 000 et 15 000 euros par jour, sans compter l'hébergement, les transferts, l'équipe de soutien. C'étaient les meilleurs, les plus qualifiés. Des docteurs en génie chimique, des maîtres en contrôle de processus, des spécialistes avec 30-40 ans d'expérience dans des raffineries du monde entier. Des hommes sérieux, aux cheveux gris, qui arrivaient avec des valises d'équipements sophistiqués et des expressions confiantes de ceux qui avaient déjà tout vu et tout résolu. Et Isabelle a été désignée comme assistante administrative de l'opération. Sa fonction officielle, s'assurer que tout le monde ait du café frais, de l'eau fraîche, des documents imprimés, des salles réservées, être invisible tout en rendant tout le monde visible et confortable. Laissez-moi vous raconter sa journée pendant cette période. Vous devez comprendre la dimension de cette humiliation. Parce que ce n'était pas un moment isolé, c'était des semaines d'exclusion systématique, d'être traitée comme une secrétaire, alors qu'elle avait la même formation, parfois même supérieure, que les hommes qui prenaient les décisions. Isabelle arrivait à 6 heures du matin, préparait la salle de réunion, allumait le projecteur, testait le système de son, organisait les chaises. À 7 heures, quand les ingénieurs commençaient à arriver, elle avait la cafetière industrielle prête, les gobelets jetables alignés, les biscuits disposés sur des assiettes, comme si elle était une hôtesse d'hôtel, et non une ingénieure mécanique diplômée d'une des meilleures universités du pays. Pendant les réunions techniques, elle restait assise dans un coin de la pièce, prenant des notes, organisant des plannings. Elle écoutait les spécialistes discuter d'hypothèses, présenter des théories, proposer des tests. Et chaque mot qu'elle entendait la frustrait davantage, car elle voyait clairement où ils se trompaient. Elle voyait les angles morts dans leur analyse. Elle voyait les questions que personne ne posait. Mais quand elle essayait de parler, elle était immédiatement coupée, parfois par Sylvain, parfois par les consultants eux-mêmes, qui pensaient qu'une jeune femme là ne pouvait être là que pour prendre des notes. Laissez-moi vous raconter les antécédents de ces deux personnes, car il est important de comprendre d'où chacun venait, pour comprendre pourquoi cette confrontation était aussi inévitable que tragique. Isabelle Calais est née à Bobigny, en banlieue parisienne, fille unique d'un mécanicien de camion et d'une institutrice du secteur public. Son père, M. Henry, avait un petit atelier à Sarcelles. Rien de sophistiqué, juste un hangar avec de vieux outils et beaucoup de connaissances pratiques accumulées en 40 ans à réparer des moteurs diesel. Isabelle a grandi là, entre les odeurs de graisse et d'huile, entre les sons d'outils et de moteurs. Quand elle avait 8 ans, elle a commencé à aider son père, d'abord juste en lui donnant des clés, puis en lisant à voix haute des manuels techniques pendant qu'il travaillait sous les camions. À 12 ans, elle savait déjà identifier les problèmes au son du moteur. À 15 ans, elle pouvait démonter et remonter une pompe à injection les yeux fermés. Son père disait avec cette fierté discrète d'homme simple, « Cette fille a une oreille en or. Elle peut entendre ce que la machine raconte. » La mère d'Isabelle, Madame Catherine, rêvait de quelque chose de différent pour sa fille. Elle voulait qu'elle étudie, qu'elle échappe à cette vie de travail manuel, de mains sales, de graisse, de fin de mois difficiles.
Elle a poussé sa fille à étudier avec une détermination féroce. Isabelle étudiait le matin, aidait à l'atelier l'après-midi, suivait des cours du soir dans un centre communautaire, dormait 5 heures par jour pendant 3 ans de lycée. Quand elle a été acceptée en génie mécanique à l'une des grandes écoles d'ingénieurs parisiennes, ce fut le jour le plus heureux de la vie de cette famille. Monsieur Henri a fermé l'atelier, a appelé ses amis, a fait un barbecue. Madame Catherine a tellement pleuré qu'elle a eu les yeux gonflés pendant 2 jours. La jeune femme de banlieue avait réussi, elle avait triomphé. À l'université, Isabelle a été boursière, stagiaire, monitrice. Elle a fait tout ce qui était possible pour ne pas causer de difficultés financières à ses parents. Elle a obtenu son diplôme avec mention, une moyenne de 9,2, la meilleure de sa promotion. Elle a travaillé 3 ans chez Renault où elle a développé des systèmes électroniques de diagnostic automobile qui sont encore aujourd'hui une référence dans l'industrie. Puis est venue l'opportunité à la pétrochimie de l'Estuaire. Meilleur salaire, stabilité, possibilité de croissance, ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Sylvain Ménard, en revanche, avait une histoire bien différente. Né à Neuilly-sur-Seine, banlieue chic de Paris, fils d'un entrepreneur du bâtiment. Il a étudié dans un lycée privé cher. Il a eu une voiture à 18 ans, son propre appartement à 21 ans. L'école d'ingénieurs qu'il a fréquentée était privée, avec des frais de scolarité de 3 500 € par mois, de celles où l'on payait pour avoir un diplôme plutôt que pour étudier. Mais son père avait des connexions, beaucoup de connexions. Et à la pétrochimie de l'Estuaire, comme dans beaucoup d'entreprises françaises, vos connaissances importent parfois moins que votre réseau. Sylvain est entré directement comme coordinateur, est passé gérant en 2 ans, est devenu directeur en 5. Non pas parce qu'il était techniquement brillant, il était médiocre au mieux, mais il savait jouer le jeu corporatif. Il savait quand être d'accord, quand faire des faveurs, quand distribuer les blâmes, quand s'attribuer les mérites des autres. Et il avait développé un talent spécial, identifier les personnes compétentes et les neutraliser avant qu'elles n'exposent leurs propres limites. Isabelle était exactement le genre de menace qu'il devait garder sous contrôle. Revenons à ces semaines de crise, la FCC3 mettait à l'épreuve la patience et les connaissances de tout le monde. Les 30 ingénieurs travaillaient par équipe de 12 heures, 7 jours sur 7. Ils ont remplacé 346 capteurs, recalibré tous les contrôleurs, testé chaque vanne du système, chaque transmetteur de pression, chaque mesureur de température. Ils ont refait toute la programmation du système de supervision, ligne par ligne de code. Ils ont apporté des équipements d'analyse qui coûtaient plus cher que la maison où Isabelle avait grandi. Rien ne fonctionnait. L'unité s'allumait, fonctionnait 4, 5, 8 heures, puis s'éteignait à nouveau, sans raison apparente, sans schéma prévisible, sans aucune indication préalable dans les systèmes de surveillance. Un après-midi de septembre, lors de la 12e réunion d'évaluation technique, Isabelle était en train de ramasser des tasses de café usagées lorsqu'elle a entendu l'ingénieur allemand de Siemens présenter une théorie. Il parlait en anglais avec un accent prononcé, pointant du doigt des diagrammes projetés sur le mur. Le problème est clairement dans le système de contrôle principal. Nous devons remplacer tout le module de traitement central. C'est la seule explication logique. Isabelle s'est arrêtée, les tasses à la main. C'était faux, complètement faux. Si le problème était dans le traitement central, les journaux d'erreur le montreraient. Les sauvegardes redondantes auraient pris le relais. Rien de tout cela ne se produisait. Le problème n'était pas là où il cherchait. Il était quelque part où personne ne pensait à regarder. Elle n'a pas pu se retenir. Elle a posé les tasses sur la table et a parlé, sa voix sortant plus ferme qu'elle ne l'espérait. Avec tout le respect que je vous dois, Dr Schneider, si c'était le processeur central, nous aurions vu une dégradation progressive des performances avant la panne complète, et les systèmes redondants auraient enregistré la transition. Ce que nous voyons est différent. C'est comme s'il y avait une interférence externe sur le bus de communication, quelque chose qui affecte l'intégrité des données sans endommager les composants eux-mêmes.
Je suggérerais de vérifier la couche physique du bus de terrain, en particulier les points de mise à la terre et le blindage des câbles, parce que... Et Isabelle... La voix de Sylvain a coupé l'air comme une lame. Tous les regards se sont tournés vers elle. J'apprécie votre tentative de contribution, mais le docteur Schneider a 40 ans d'expérience dans les systèmes de contrôle industriel. Il a travaillé dans les plus grandes raffineries d'Europe. Je pense que nous pouvons nous fier à son évaluation technique, n'est-ce pas? Le docteur Schneider l'a regardé avec cette expression qu'Isabelle connaissait bien, avec une condescendance masquée de politesse, comme on regarde un enfant qui a dit quelque chose de mignon mais de bête. « C'est une théorie intéressante, jeune femme », a-t-il dit avec son accent allemand lourd sur les voyelles, mais beaucoup trop simpliste. Les systèmes modernes ont des protections contre ce type d'interférence de base. Un des ingénieurs français a ri. Un autre a secoué la tête. Aucun ne l'a défendu. Personne ne la défendait jamais. « Isabelle, » a continué Sylvain, sa voix mielleuse de fausse patience. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vérifier si nous avons suffisamment de chaises pour la réunion de demain avec le personnel de Honeywell? Ils seront 15 personnes. Nous devons nous assurer que tout le monde ait une place confortable. L'humiliation la brûla comme de l'acide versé sur une plaie ouverte. 15 ans d'études, 7 ans d'expérience, des nuits sans sommeil à apprendre, à perfectionner, à grandir. Et là, elle était là, envoyée compter des chaises, tandis que des hommes médiocres prenaient de mauvaises décisions à plusieurs millions. Elle est sortie de cette salle, la vision brouillée. Elle n'a pas pleuré, elle ne leur donnerait pas cette satisfaction, mais elle a senti quelque chose se briser en elle. Non pas la détermination, non pas la compétence, l'espoir peut-être, l'illusion qu'un jour, elle serait peut-être reconnue pour ce qu'elle savait, et non jugée pour ce qu'elle semblait être. Cette nuit-là, seule dans son minuscule appartement au Havre, Isabelle a appelé son père. Monsieur Henry a décroché à la 3e sonnerie, la voix rauque de quelqu'un qui avait passé la journée à travailler. « Papa » a-t-elle dit, et sa voix a un peu défailli. « Parfois, je me demande si tout cet effort, toutes ces études, en valèrent la peine pour finalement être traité comme si je ne savais rien. » Il y a eu une pause. Puis M. Henry a parlé avec cette sagesse simple d'un homme qui a travaillé toute sa vie de ses mains. « Ma fille, sais-tu ce qui distingue un bon mécanicien d'un mauvais? Ce n'est pas la taille de l'atelier, ce n'est pas le prix des outils, c'est la capacité d'entendre ce que la machine dit quand tout le monde n'entend que du bruit. Tu as ce don, tu l'as toujours eu, et un jour, les gens auront tellement besoin de ce don qu'ils n'auront pas d'autre choix que de t'écouter. » Isabelle a dormi cette nuit-là en pensant aux mots de son père. Elle ne le savait pas encore, mais il avait raison. Son heure approchait, car 3 jours plus tard, elle prendrait la décision la plus risquée de sa carrière, une décision qui changerait tout. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le premier arrêt de la FCC3. 3 semaines de pertes accumulées qui dépassaient déjà les 21 millions d'euros. 3 semaines de spécialistes perplexes, de tests non concluants, de théories qui ne menaient nulle part. La direction à Paris mettait Sylvain sous une pression de plus en plus forte. Réunions quotidiennes, rapports toutes les 2 heures, menaces voilées de licenciement s'il ne résolvait pas ça rapidement. Et Isabelle observait tout depuis son coin invisible, servant le café, organisant des documents, étant ignorée. Mais quelque chose en elle était en train de changer. Ce n'était plus seulement de la frustration ou du ressentiment. C'était une certitude croissante, presque physique, qu'il y avait quelque chose de profondément faux dans toute cette situation. Les machines ont leur propre langage, vous savez. Elles parlent à travers les vibrations, les températures, les sons, les schémas de comportement. Et quand une machine est réellement cassée, elle crie de douleur d'une manière spécifique, elle montre des symptômes progressifs, elle laisse des traces, elle donne des avertissements. Mais quand une machine est manipulée, quand quelqu'un la fait tomber en panne exprès, la conversation est différente. C'est comme la différence entre une personne qui s'évanouit à cause d'une maladie et une personne qui fait semblant de s'évanouir. Les signes sont subtils, mais ils sont là pour qui sait les lire. Et Isabelle savait lire.
Mon Dieu, comme elle savait. C'était un vendredi. La 21e tentative de redémarrage de la FCC-3 avait échoué cet après-midi-là. Les ingénieurs étaient épuisés, irrités, commençant à se blâmer mutuellement. Le docteur Schneider de Siemens avait suggéré qu'il serait peut-être nécessaire de démonter toute l'unité, pièce par pièce, ce qui prendrait des mois et coûterait une fortune que personne ne voulait calculer. Isabelle est sortie du travail à 18 heures, comme toujours. Elle a pris les 2 bus pour retourner au Havre. Elle a dîné de nouilles instantanées avec un œuf parce qu'elle était trop fatiguée pour cuisiner. Elle a pris une douche, mais ne pouvait pas s'arrêter de penser. Allongée sur le lit de son minuscule appartement, regardant le plafond avec des taches d'humidité, elle a mentalement revu tout ce qu'elle avait observé au cours des 3 dernières semaines. Les schémas de défaillance, les conditions environnementales, quand elles se produisaient, l'absence totale de dégradation des composants principaux, la façon dont les systèmes s'éteignaient proprement, sans erreurs enregistrées, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton d'arrêt invisible. Et puis, elle s'est souvenue de quelque chose que son père disait à l'atelier de Sarcelles, lorsqu'il était confronté à des problèmes que personne d'autre ne pouvait résoudre. « Ma fille, quand tout ce qui est évident a déjà été vérifié et que rien n'a de sens, c'est que la réponse est cachée là où personne ne cherche. Elle est dans les endroits que l'on pense ne pas avoir besoin de regarder. » Isabelle s'est assise sur son lit, à regarder l'horloge. 23h47. Une idée absurde, dangereuse, probablement illégale, se formait dans sa tête. Si elle était prise, elle serait licenciée pour faute grave, peut-être même arrêtée pour intrusion dans une zone restreinte. Mais si elle n'essayait pas, si elle restait là, immobile, pendant que tout le monde se trompait et qu'elle savait où regarder. À 2h15 du matin, Isabelle était sur le parking de la pétrochimie de l'Estuaire, vêtue d'une combinaison sombre, de baskets en caoutchouc, un sac à dos sur le dos. Dans le sac à dos, sa propre mallette à outils, celle que son père lui avait offerte pour son diplôme. Un multimètre numérique professionnel Fluke qu'elle avait acheté avec son premier salaire chez Renault. Une lampe frontale, des gants de protection, la batterie de son téléphone portable entièrement chargée. Elle connaissait les protocoles de sécurité. Elle savait que le vendredi matin, seuls 3 gardes patrouillaient l'ensemble du complexe de 12 kilomètres. Elle connaissait les horaires des rondes, les angles morts des caméras, les portes qui restaient déverrouillées pour les urgences. 2 ans à travailler dans cet endroit, même invisible, même ignoré, elle avait appris des choses. La zone de la FCC-3 était interdite. Des cordons de sécurité jaunes partout, des panneaux « Zone à risque, accès interdit ». Isabelle est passée sous le cordon à 2h43 du matin, le cœur battant si fort qu'elle sentait son pouls dans le cou, les tempes, les poignets. Maintenant, laissez-moi vous expliquer une chose technique importante, car vous devez comprendre ce qu'elle cherchait. Les 30 ingénieurs s'étaient concentrés sur les composants principaux. Contrôleurs, capteurs, vannes, systèmes de traitement, équipements coûteux, sophistiqués, avec diagnostic intégré. Il était logique de chercher là. C'est là que les problèmes se trouvent normalement. Mais Isabelle n'a pas cherché là où c'était logique, elle a cherché là où c'était invisible. Le système de contrôle distribué d'une raffinerie moderne fonctionne via des bus de communication, des milliers de dispositifs conversant entre eux via des câbles spéciaux, échangeant des informations en temps réel. C'est comme le système nerveux d'un corps humain. Et tout comme le système nerveux, la majeure partie est cachée en dessous, entre d'autres structures, dans des endroits que personne ne voit au quotidien. Isabelle a commencé par ramper sous les tuyauteries principales, suivant les faisceaux électriques, avec sa lampe frontale éclairant le chemin. L'odeur était celle d'huile vieille, de métal oxydé, de terre humide. Il y avait de vieilles toiles d'araignée, de la poussière accumulée depuis des années, des câbles que personne n'avait touchés depuis l'installation de l'unité. 4 heures. Il lui a fallu 4 heures pour cartographier manuellement chaque connexion du système de contrôle distribué, vérifiant la continuité, mesurant les résistances, cherchant tout ce qui sortait de l'ordinaire. Son dos lui faisait mal à force de ramper dans des espaces étroits.
Ses genoux étaient éraflés, même à travers sa combinaison, mais elle continuait parce qu'elle avait cette sensation que les bons mécaniciens connaissent bien, la certitude qu'elle était proche de la réponse. Et puis, à 6h52 du matin, alors que le soleil commençait à éclairer le ciel de Fos-sur-Mer, elle a trouvé un fil de cuivre de section 1,5 mm. Une installation artisanale faite avec soin, presque invisible parmi les autres câbles, reliant le bus de communication Profibus à la terre structurelle de l'installation, via une résistance variable de 47 ohms. Isabelle est restée paralysée, sa lampe éclairant ce fil comme un serpent venimeux. Pendant quelques secondes, elle a juste observé, son cerveau traitant ce qu'elle voyait, les implications techniques, le génie pervers de cette installation. Parce que c'était génial, vous comprenez? Ce fil créait un court-circuit intermittent qui affectait l'intégrité des données sur le bus sans endommager aucun composant. C'était comme empoisonner quelqu'un avec des doses trop petites pour être détectées lors d'examens normaux, mais suffisantes pour rendre la personne malade. Aucun scanner de diagnostic conventionnel ne trouverait cela, parce que le problème n'était pas dans les dispositifs certifiés. Il était dans une modification non documentée, pratiquement invisible, installée délibérément. Les mains tremblantes d'adrénaline et de colère, Isabelle a commencé à prendre des photos sous tous les angles, à mesurer les valeurs de résistance avec le multimètre, à documenter l'installation complète. Et puis, elle a remarqué le détail qui a transformé une découverte technique en preuve criminelle. Les connecteurs. Des connecteurs Krimp-Wiedmuller, modèle industriel spécifique, ces rectangles bleus avec verrou de sécurité. Elle connaissait ces connecteurs. Ils n'étaient pas de ceux utilisés normalement pour la maintenance de l'usine. Ils provenaient des lots spéciaux de l'entrepôt restreint, accessibles uniquement au cadre de niveau direction. Et il y avait plus. Les marques de l'outil utilisé pour sertir les bornes. Marque Knipex, outil professionnel allemand. Isabelle ne connaissait qu'une seule personne à la pétrochimie de l'estuaire qui possédait ce kit d'outils allemand. Sylvain Ménard, qui arborait l'ensemble de 4 800 € dans son bureau comme un trophée de statut. La vérité lui est tombée dessus comme de l'eau froide. Sylvain avait saboté sa propre unité. Mais pourquoi? Que gagnait-il à arrêter une opération qui générait des millions, mettant en péril l'entreprise entière? Isabelle est sortie de la zone interdite à 7h20, juste avant la relève des gardes de sécurité. Personne ne l'a vue. Elle est allée directement à son appartement, a pris une douche rapide, a changé de vêtements, puis a fait la deuxième chose la plus risquée de cette matinée. Elle a piraté le système de messagerie interne de l'entreprise en utilisant des identifiants d'administrateurs qu'elle avait notés des mois auparavant lorsqu'elle configurait de nouveaux ordinateurs. Ce qu'elle a trouvé dans les emails de Sylvain était dévastateur. 3 mois avant la première panne, il avait enregistré une société de conseil technique appelée Ménard et Associés, Solutions Industrielles, enregistrée au nom de Claude Ménard, son beau-frère. Dans les emails échangés entre eux, tout le plan était là, documenté avec des détails qui feraient le bonheur de n'importe quel procureur. La stratégie était parfaite dans sa cruauté. Sylvain saboterait la FCC3, de manière à ce qu'aucun diagnostic conventionnel ne trouve le problème. Il ferait venir les meilleurs spécialistes du monde, laisserait tout le monde échouer spectaculairement. Lorsque la direction serait désespérée, lorsqu'ils auraient tout essayé, il recommanderait sa société de conseil comme dernier recours, une petite entreprise agile, avec une méthodologie propriétaire exclusive. Le budget proposé, 15 millions d'euros pour une solution innovante qui ne serait rien d'autre que de retirer le fil qu'il avait lui-même installé. 15 millions pour arracher un fil de cuivre de 3 mètres. Mais quand Isabelle a continué à lire, elle a trouvé quelque chose qui expliquait pourquoi elle avait été si systématiquement exclue et humiliée. 18 mois auparavant, travaillant sur un projet d'optimisation énergétique, elle avait découvert des irrégularités dans un contrat de maintenance, des montants surfacturés, des services facturés mais non exécutés, des factures falsifiées. Total, 3 200 000 € détournés sur 2 ans.
Isabelle, croyant naïvement qu'elle faisait ce qu'il fallait, a présenté ses découvertes directement à Sylvain, qui était responsable de l'approbation de ses contrats. Dans les emails, elle a trouvé la réponse de Sylvain au fournisseur impliqué dans l'escroquerie. « Nous avons une jeune ingénieure qui pose des questions gênantes. Je vais prendre des mesures pour neutraliser le problème. Elle ne sera plus affectée à des projets où elle pourrait trouver des informations sensibles. Neutraliser le problème, c'est ainsi qu'il se référait à elle, pas par son nom, pas comme collègue, pas comme professionnel, mais comme un problème à neutraliser. Tout prenait sens. Maintenant, l'exclusion systématique, les tâches bureaucratiques, l'humiliation constante. Ce n'était pas une question de genre, ce n'était pas un préjugé commun, c'était une question de protection d'un système de corruption. Et Isabelle n'était pas incompétente à ses yeux. Elle était dangereuse, elle était incorruptible, elle était quelqu'un qui devait être tenu à l'écart de toute position où elle pourrait découvrir des vérités gênantes. Isabelle a tout sauvegardé, chaque email, chaque document, chaque preuve. Elle a créé des sauvegardes sur 3 clés USB différentes. Elle a envoyé des copies à son email personnel, au cloud, à tous les endroits auxquels elle a pu penser. Puis, elle a regardé l'horloge. C'était lundi, 8h15 du matin. Dans 45 minutes, commencerait une nouvelle réunion d'urgence avec les experts internationaux. La 23e tentative de diagnostic. Plus de café à servir, plus de chaises à organiser, plus d'humiliation à avaler. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait différent. Isabelle a pris son ordinateur portable, a mis les 3 clés USB dans sa poche, a respiré profondément. Ses mains ne tremblaient plus. La peur avait disparu. Maintenant, elle avait une clarté absolue sur ce qu'elle devait faire. Elle est entrée dans cette salle de réunion à 9 heures précises, alors que les 30 ingénieurs étaient déjà installés, y compris Sylvain en bout de table, avec cette expression de confiance de celui qui pensait que tout était sous contrôle. « Isabelle, a-t-il dit en la voyant avec son ordinateur portable, vous devriez être en train de préparer le café ?» Non. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a marché jusqu'au projecteur, a déconnecté la présentation du docteur Schneider, a connecté son propre ordinateur. La salle est devenue silencieuse, confuse. « Excusez-moi, a-t-elle dit, sa voix ferme, claire, sans hésitation. Mais avant que vous ne gaspilliez plus de temps et d'argent à chercher au mauvais endroit, laissez-moi vous montrer ce qui se passe réellement avec la FCC3. Et puis, devant 30 ingénieurs stupéfaits et un Sylvain Ménard visiblement pâle, Isabelle Calais a commencé la présentation qui allait tout changer. La première image qu'Isabelle a projetée était la photo du fil de cuivre caché. Agrandie sur l'écran de 3 mètres, cette installation artisanale ressemblait exactement à ce qu'elle était, un sabotage délibéré, soigneusement planifié. « Ceci, a-t-elle dit en désignant l'écran, est un fil de cuivre de section 1,5 m reliant le bus Profibus à la terre structurelle via une résistance variable de 47 ohms. Il a été installé manuellement il y a environ 3 mois, dans un endroit délibérément invisible aux procédures d'inspection normales. Le silence dans la salle était absolu. Le docteur Schneider s'est penché en avant, les yeux écarquillés. Les ingénieurs de Honeywell se sont regardés, incrédules. Et Sylvain. Sylvain était pâle comme un linge, les mains crispées sur les accoudoirs de sa chaise, avec assez de force pour blanchir ses articulations. Isabelle a continué méthodiquement, présentant chaque preuve, les mesures de résistance, la corrélation entre un taux d'humidité relative supérieur à 73% et les défaillances de l'unité, l'analyse des connecteurs White-Muller qui n'existaient que dans l'entrepôt restreint, les marques de l'outil allemand Nipex. Aucun diagnostic conventionnel ne trouverait cela, a-t-elle expliqué, la voix calme mais ferme, parce que ce n'est pas une panne. C'est une modification intentionnelle, conçue pour créer des pannes intermittentes impossibles à retracer sans accès physique direct à la couche d'infrastructure. Un des ingénieurs français a murmuré quelque chose d'inaudible. Un autre a secoué lentement la tête, traitant l'information.
Le docteur Schneider a fermé les yeux un instant, comme quelqu'un qui vient de comprendre une erreur fondamentale. Puis, Isabelle a ouvert la deuxième partie de la présentation, les emails, la société écran, l'escroquerie à 15 millions, et enfin la partie qui a fait retenir leur souffle à plusieurs ingénieurs, les emails la concernant, expliquant comment elle devait être neutralisée après avoir découvert la surfacturation précédente. « Vous comprenez ?» a-t-elle dit, et pour la première fois, sa voix a légèrement tremblé d'une émotion contenue. « Je n'ai pas été exclu des décisions techniques parce que je suis une femme. J'ai été exclu parce que j'ai découvert des irrégularités il y a 18 mois et que je suis devenu une menace. Et cette unité n'est pas tombée en panne par accident, elle a été sabotée délibérément pour générer un contrat frauduleux de 15 millions d'euros. » Sylvain s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol avec un bruit aigu. « Mais c'est absurde !» a-t-il crié, sa voix sortant plus aiguë qu'il ne le voulait. « C'est une falsification. Elle a piraté des systèmes, forgé des documents. C'est un crime. » Mais le docteur Schneider était déjà debout, marchant vers l'avant de la salle. « Monsieur Ménard !» a-t-il dit, son accent allemand empreint de quelque chose qui sonnait comme un mépris contenu. « J'aimerais vérifier ces allégations personnellement. Si elle a raison sur la localisation physique du problème, cela peut être confirmé en moins d'une heure. » Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Une demi-heure plus tard, 5 ingénieurs se trouvaient dans la zone interdite de la FCC3, y compris le docteur Schneider et 2 techniciens de Yokogawa. Ils ont trouvé exactement ce qu'Isabelle avait photographié. Le fil, les connecteurs, la résistance, tout. Quand ils sont revenus dans la salle de réunion, le docteur Schneider a regardé Isabelle avec une expression qui mêlait admiration et honte. « Fräulein Calais », a-t-il dit en utilisant le terme formel allemand. En 40 ans de carrière, j'ai rarement vu un diagnostic aussi précis et rarement ressenti autant de honte d'avoir douté de quelqu'un sur la base de préjugés que je pensais ne pas avoir. Isabelle a acquiescé, acceptant la reconnaissance sans faire de bruit. Mais ce qui s'est passé dans les minutes suivantes a été le plus important. L'audit interne a été déclenché immédiatement. Les techniciens informatiques ont confirmé l'authenticité des emails. L'entrepôt a confirmé que seul Sylvain avait accès aux connecteurs spécifiques. L'analyse des outils de son bureau a confirmé des marques identiques à celles trouvées sur les bornes Certi. Sylvain a tenté de nier, a tenté d'alléguer une conspiration, a tenté d'accuser Isabelle d'avoir monté un coup, mais chacun de ses arguments s'est effondré devant les preuves. Confronté au registre de la société écran au nom de son beau-frère, quand on lui a montré les emails détaillant le plan, quand on a prouvé qu'il avait accédé à la zone restreinte aux dates exactes de l'installation du fil, sa défense a simplement pris fin. Il est tombé sur sa chaise, le visage entre les mains. Et puis, peut-être pour la première fois de sa vie, Sylvain Ménard a dit la vérité. « J'avais des dettes », a-t-il murmuré, la voix brisée. « Des investissements ratés, des dépenses que je ne pouvais pas soutenir. J'avais besoin d'argent rapidement. Et quand cet ingénieur, il a fait un geste vague en direction d'Isabelle, sans la regarder, a commencé à poser des questions sur des contrats qui présentaient des irrégularités. J'ai réalisé qu'elle était trop intelligente, trop attentive. Si elle continuait à avoir accès à des informations financières, elle découvrirait tout. Il fallait la tenir à l'écart. Et le sabotage ? A demandé un des directeurs qui était arrivé de Paris dès qu'il a été informé de la situation. « Ce serait mon salut », a répondu Sylvain, toujours sans lever le visage. 15 millions, cela résoudrait tout. Personne ne le découvrirait, après tout. Je coordonnais moi-même les enquêtes. Et quand elle, il a de nouveau désigné Isabelle, a tenté de donner un avis technique lors de cette réunion, quand elle a suggéré de vérifier exactement où se trouvait le problème, je suis entré en panique. C'est pourquoi je l'ai humiliée publiquement. C'est pourquoi je l'ai gardée à l'écart de tout. Le silence qui a suivi était lourd,
dense. Il ne s'agissait pas seulement de corruption ou de sabotage, il s'agissait de la façon dont la peur d'un homme médiocre avait presque détruit une entreprise entière, menacé des milliers d'emplois et systématiquement étouffé le talent d'une professionnelle extraordinaire. Sylvain a été immédiatement mis à pied, escorté hors du bâtiment par les agents de sécurité et empêché d'accéder à tout système ou document. 3 jours plus tard, la police judiciaire l'a arrêté pour sabotage industriel, association de malfaiteurs et abus de biens sociaux. 11 personnes impliquées dans l'affaire de surfacturation ont été licenciées. Les enquêtes sur les contrats antérieurs ont révélé des fraudes totalisant 7 millions d'euros sur 5 ans. Mais ce qui m'est resté de cette histoire, ce qui importe vraiment, c'est ce qui est arrivé à Isabelle dans les jours suivants. Les mêmes ingénieurs qui l'avaient ignoré lui demandaient maintenant son avis sur tout. Le docteur Schneider a tenu à s'asseoir avec elle pendant 3 heures, révisant tout le diagnostic, apprenant de son raisonnement. L'équipe de Honeywell lui a offert un poste à Houston avec un salaire en dollars. La direction à Paris a convoqué une réunion d'urgence pour discuter de la reconnaissance qui lui était due. Et Isabelle, avec cette dignité calme qu'elle a toujours eue, a accepté les excuses, a partagé ses connaissances, a enseigné ce qu'elle savait. Parce que la compétence réelle n'a pas besoin de vengeance, n'a pas besoin d'humilier ceux qui se sont trompés. Elle a juste besoin de reconnaissance, d'espace pour exister, d'opportunité de faire ce qu'elle fait de mieux. 2 ans et demi se sont écoulés depuis ce lundi de septembre, lorsque Isabelle Calais a exposé la vérité devant 30 ingénieurs stupéfaits. Laissez-moi vous raconter comment les choses ont changé, car cette partie de l'histoire est aussi importante que tout le reste. C'est la partie qui montre que la justice, quand elle arrive enfin, transforme non seulement une personne, mais tout autour d'elle. Isabelle était dans son bureau au 12e étage du bâtiment administratif de la pétrochimie de l'Estuaire. Ce n'était plus un petit box exigu au 5e étage où elle travaillait auparavant. C'était un bureau d'angle avec de larges fenêtres qui donnaient sur tout le complexe industriel de Fos-sur-Mer. De son bureau, elle pouvait voir la FCC3 fonctionner parfaitement, les tours de distillation brillant sous le soleil de Mars, de la vapeur blanche s'élevant en nuages contrôlés. Sur la porte, une plaque discrète mais significative, Isabelle Calais, directrice technique des opérations, 31 ans, la plus jeune directrice technique de l'histoire de l'entreprise. Un salaire de 38 000 € par mois, exactement le même que son prédécesseur homme recevait, plus une participation aux bénéfices qui avait doublé depuis qu'elle avait pris ses fonctions. Mais ce n'était pas l'argent qui importait le plus pour elle. C'était ce que cela représentait, une reconnaissance réelle, méritée, acquise par une compétence pure. Ce matin-là, elle révisait des rapports du nouveau programme qu'elle avait mis en œuvre 18 mois auparavant, le système intégré de détection d'irrégularités techniques. Un protocole rigoureux où toute modification non documentée sur des équipements critiques déclenchait des alertes automatiques à plusieurs niveaux hiérarchiques. Un audit trimestriel obligatoire de tous les contrats supérieurs à 500 000 €, une rotation des responsables des approbations financières tous les 6 mois et, surtout, des canaux anonymes et protégés pour que tout employé, quel que soit son niveau, puisse signaler des irrégularités sans crainte de représailles. Depuis sa mise en œuvre, ils avaient identifié et corrigé 17 cas de surfacturation, évité des fraudes estimées à plusieurs millions d'euros et licencié 6 cadres impliqués dans divers stratagèmes. La pétrochimie de l'Estuaire était en train de devenir une référence nationale en matière de gouvernance d'entreprise et d'intégrité technique. Mais il y avait un autre programme dont Isabelle était encore plus fière. Elle l'appelait le programme Oreille d'Or, en hommage au surnom que son père lui donnait enfant en raison de son ouïe fine pour diagnostiquer les moteurs. C'était un programme de mentorat spécifique pour les femmes ingénieures et techniciennes de l'entreprise. Des réunions mensuelles où elles pouvaient discuter des défis professionnels, partager des expériences, développer des compétences techniques avancées. Isabelle animait personnellement des ateliers sur les systèmes de contrôle, le diagnostic des pannes, le leadership technique,
garantissant que toutes aient un accès égal à des projets stimulants, à des formations spécialisées, à des opportunités de croissance. En 2 ans et demi, la pétrochimie de l'estuaire avait promu 14 femmes à des postes de gestion technique. La différence de salaire entre hommes et femmes dans des fonctions équivalentes avait été complètement éliminée. Et plus important encore, aucune ingénieure compétente ne serait plus affectée à servir le café pendant que des décisions techniques seraient prises sans elle. Ce matin-là, Isabelle avait une réunion spéciale. À 10 heures, on a frappé à la porte de son bureau. « Entrez », a-t-elle dit en levant les yeux de ses rapports. C'était Marianne Dubois, ingénieure chimiste de 26 ans, embauchée il y a 8 mois. Elle venait d'une famille modeste de Mantes-la-Jolie. Elle avait étudié avec une bourse à l'École centrale Paris. Elle avait cette étincelle dans les yeux de ceux qui aiment ce qu'ils font, mais qui trouvent encore leur place. « Madame la directrice Calais », a dit Marianne, hésitante. « Désolée de vous déranger, mais je voulais vous parler de quelque chose que j'ai observé dans le contrat 847B de maintenance des tours de refroidissement. » Isabelle a fait un signe vers la chaise en face de son bureau. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, et vous pouvez m'appeler Isabelle. Qu'avez-vous observé ?» Marianne s'est assise sur le bord de la chaise, nerveuse, tenant une tablette avec des feuilles de calcul ouvertes. « J'ai remarqué des divergences entre les services facturés et ceux effectivement exécutés. De petites différences, mais constantes sur 6 mois. Ce n'est peut-être rien, mais j'ai pensé que je devais le signaler, parce que lors de la formation sur l'intégrité, vous avez dit qu'aucune irrégularité n'est trop petite pour ne pas être importante, a complété Isabelle en souriant. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Laissez-moi voir ces données. Elles ont passé 40 minutes à revoir les feuilles de calcul ensemble. Isabelle posant des questions, Marianne expliquant son raisonnement, toutes deux construisant des hypothèses. Au final, il était clair qu'il y avait des incohérences qui méritaient une enquête approfondie. « Marianne, » a dit Isabelle quand elles ont eu terminé, « je vais transmettre ceci à l'audit interne avec votre nom comme responsable de la découverte, et je veux que vous suiviez l'enquête complète. Cela vous donnera une précieuse expérience en analyse de contrats et en gouvernance. » Marianne a écarquillé les yeux. « Moi? Mais je ne suis qu'une ingénieure junior. Je n'ai pas d'expérience avec... » « Vous avez eu la compétence pour identifier le problème, » a interrompu Isabelle gentiment. « Cela signifie que vous avez la capacité d'apprendre à le résoudre, et vous aurez mon soutien complet tout au long du processus. Ne vous diminuez jamais en vous appelant juste quelque chose. Vous êtes une ingénieure, point. » Marianne est sortie du bureau visiblement émue, et Isabelle est restée là, regardant par la fenêtre, pensant à combien de fois elle-même avait utilisé ce mot. Juste. Juste une jeune ingénieure. Juste en train d'aider. Juste en faisant mon travail. Comme si la compétence avait besoin d'excuses pour exister. L'après-midi, Isabelle avait une autre réunion. Celle-ci était mensuelle, faisant partie d'un engagement qu'elle avait pris et maintenait religieusement. Elle s'est rendue au réfectoire de l'usine à 15 heures, où un groupe de 17 femmes attendait déjà. Ingénieures, techniciennes, opératrices, toutes faisant partie du programme Oreilles d'Or. Elles ont discuté des projets en cours, des défis techniques, des succès récents. Une technicienne en instrumentation avait développé une nouvelle méthode de calibration qui économiserait 300 heures de maintenance par an. Une ingénieure de processus avait optimisé le système de chauffage, réduisant la consommation énergétique de 12%. Une opératrice avait identifié un schéma d'usure des vannes qui avait permis une maintenance préventive avant des pannes coûteuses. Des talents partout, ayant juste besoin d'espace pour s'épanouir, de reconnaissance pour grandir. À la fin de la réunion, alors que les autres sortaient déjà, une des ingénieures les plus âgées, Patricia Noyer, 52 ans, est restée en arrière. « Isabelle » a-t-elle dit, la voix chargée d'émotion. « Je travaille ici depuis 27 ans. 27 ans. Invisible, ignorée, sous-estimée.
Au cours des 2 dernières années, pour la première fois, je sens que mon expérience compte, que mes idées sont entendues. Je voulais vous remercier pour cela, pour avoir eu le courage de faire ce que vous avez fait. » Isabelle a serré Patricia dans ses bras, sentant un nœud dans la gorge, car c'était pour ça. C'était pour toutes les Patricia, toutes les Marianne, toutes les femmes compétentes qui méritaient simplement la chance de montrer ce qu'elles savaient, sans avoir à lutter 2 fois plus pour recevoir la moitié de la reconnaissance. Sylvain Ménard, quant à lui, purgeait sa peine de 8 ans à la prison de Fleury-Mérogis. Isabelle ne pensait pas beaucoup à lui, mais elle savait, par l'intermédiaire de contacts juridiques de l'entreprise, qu'il avait eu amplement le temps de réfléchir à la façon dont sa propre insécurité, sa cupidité et sa peur avaient détruit sa carrière, à la façon dont il avait gâché des années à essayer de cacher son incompétence au lieu d'admettre ses limites et de chercher une croissance réelle. Parfois, Isabelle se demandait s'il comprenait vraiment ce qu'il avait fait. Non seulement le sabotage, non seulement la corruption, mais le gaspillage humain. Combien de talents il avait étouffé au cours de sa carrière, combien de bonnes idées avaient été ignorées parce qu'elles venaient de personnes qu'il considérait comme des menaces. Combien l'entreprise aurait pu croître s'il avait embrassé la compétence au lieu de la craindre. Cette nuit-là, Isabelle est rentrée chez elle, non plus le minuscule appartement au Havre, mais une petite maison confortable à La Rochelle qu'elle avait achetée 1 an auparavant. Elle a appelé son père, comme elle le faisait tous les vendredis. « Papa ?» a-t-elle dit quand M. Henry a décroché. « Tu te souviens quand tu m'as dit qu'un jour, les gens devraient m'écouter ?»« Je me souviens, ma fille. » « Eh bien, tu avais raison, et tu sais ce qui est le plus incroyable. Maintenant, ce n'est pas seulement moi qu'ils écoutent. Ce sont 17 femmes compétentes qui ont enfin une voix, et ce nombre ne fera que croître. » Il y a eu une pause émue de l'autre côté de la ligne. Puis M. Henry, avec cette voix rauque de mécanicien de camion qui a travaillé toute sa vie de ses mains, a dit « J'ai toujours su que tu avais une oreille en or, ma fille. Mais ce que tu as vraiment, c'est un cœur en or, parce que tu n'as pas utilisé ce don seulement pour toi, tu l'as utilisé pour ouvrir la voie à d'autres. Ça, c'est plus grand que n'importe quelle réparation que j'ai jamais faite dans ma vie. » Isabelle a raccroché, les larmes aux yeux, a regardé par la fenêtre de sa maison. Voyant la mer sombre de La Rochelle sous la lune, elle a pensé à tout ce qui s'était passé, à tout ce qui avait changé, à la façon dont une décision risquée, un vendredi matin, avait transformé non seulement sa vie, mais la culture entière de l'une des plus grandes entreprises du pays. Mes chers amis, cette histoire n'est pas seulement celle d'une femme qui a dénoncé la corruption. C'est celle de la façon dont la compétence réelle, lorsqu'elle reçoit enfin l'espace pour exister, transforme tout autour d'elle. C'est celle de la façon dont un système qui gaspille le talent par préjugé n'est pas seulement injuste, il est stupide, il est autodestructeur. Il se tire une balle dans le pied. Isabelle Calais a prouvé que l'ingénierie n'a pas de genre, elle a des connaissances, elle a du dévouement, elle a cette précieuse capacité d'entendre ce que les machines disent quand d'autres n'entendent que du bruit. Et quand vous reconnaissez cela, quand vous donnez une réelle opportunité à la compétence de s'épanouir, tout le monde y gagne. L'entreprise grandit, l'économie s'améliore, les familles prospèrent. Et cette jeune femme de Bobigny, qui a grandi parmi les odeurs de graisse dans l'atelier de son père, elle n'a pas seulement trouvé sa place dans le monde, elle a transformé cet endroit pour que d'autres jeunes femmes talentueuses n'aient plus jamais à servir le café pendant que des hommes médiocres prenaient des décisions à plusieurs millions. Parce qu'au final, mes amis, le talent reconnu n'est pas une faveur, c'est une justice. Et la justice, quand elle arrive enfin, a le pouvoir de changer le monde entier.